بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo via un nouveau module. C'est le module communication numérique. Qu'est-ce que la communication? Donc, le titre du module, c'est communication numérique. On va commencer par définir qu'est-ce que la communication. Vous savez que les systèmes et les process qui sont utilisés pour transmettre l'information d'une source à une destination de manière efficace et notamment par l'intermédiaire de l'électricité ou bien à travers des ondes radio. Quel est l'objectif de la transmission? Bien sûr, c'est faire parvenir le message émis au destinataire, c'est-à-dire entre émission-réception. Maintenant, qu'est-ce que la communication? C'est le process dans lequel l'information est transférée d'un point de l'espace appelé source vers un autre point appelé destination. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le système de communication. Un système de communication, c'est tout simplement un groupe de dispositifs. Son rôle est bien de fournir un lien entre la source et la destination. Voici les éléments du système de communication. Donc, vous avez la source qui va, à la sortie, on va récupérer un message émis qui passe à travers un canal de transmission accompagné de perturbations pour avoir à la sortie un message reçu. Bien sûr, le message doit être transmis à un destinataire. On peut dire que l'objectif de la transmission est de faire parvenir le message émis M de T au destinataire. Vous avez le cas idéal. Nous avons Y de t est égal à M de t. Le cas pratique, ce n'est pas le cas. Y de t il est différent de M de t. Vous avez que la différence réside principalement dans la présence du bruit. Dans la figure d'avant, le bruit, c'est la partie perturbation. Donc, le bruit dû aux perturbations affectant le canal de transmission, bien sûr les imperfections des procédés de modulation et démodulation. Donc, on peut les considérer tous comme sources de bruit et ce sont des perturbations. Toujours, lorsqu'on parle de la communication, on parle d'un signal. Qu'est-ce qu'un signal? Vous avez dans les systèmes de communication, un signal, c'est une fonction qui porte des informations ou c'est appelé signal d'information portant. Dans cette figure, vous voyez bien un signal échantillonné. Dans la deuxième, vous avez une image et on peut considérer les images, bien sûr, comme un signal à deux dimensions. Quels sont les types de systèmes de communication? Donc, vous voyez bien dans la première figure un système de communication analogique. Donc, par exemple, la parole. On trouve bien la radio AM et FM, donc modulation en amplitude ou bien modulation en fréquence. Dans les téléphones portables, par exemple, à travers le kit, vous pouvez avoir la radio, écouter la radio chez vous. Vous avez aussi le TV broadcast. Toujours avec les types de systèmes de communication, on a parlé de la communication analogique. Voici dans cette figure, donc on commence toujours par une source. Début, c'est la source, la fin, c'est le destinataire. Entre les deux, vous avez le message émis qui passe à travers un modulateur. Euh, Après, le signal va passer à travers un canal de transmission. Et dans la deuxième partie, vous avez les opérations inverses. C'est-à-dire, au lieu de modulateur, vous allez utiliser un démodulateur pour avoir un message reçu qui arrive au destinataire. Bien sûr, toujours le canal de transmission, on a dit qu'il est accompagné de perturbations ou bien de bruit. Pardon. Donc, la transmission se fait
Le transmetteur, le récepteur, donc la transmission, est faite à travers une antenne. Donc, on va récupérer une onde radio qui passe à un récepteur toujours à travers les antennes. Maintenant, on va parler côté communication numérique. Vous voyez bien des exemples, soit TV, téléphone portable, des tablettes, communication entre deux PC qui passent par une chaîne de des bits entre 0 et 1 binaire. Donc, maintenant, on va parler des systèmes de communication modernes, pardon. Vous pouvez communiquer votre téléphone avec votre ordinateur à travers un Bluetooth. Le téléphone communique une liaison bidirectionnelle avec les satellites à travers le GPS. Euh, pour afficher l'écran, donc, vous pouvez utiliser le DVB, le Wi-Fi pour communiquer à Internet, les réseaux cellulaires à travers troisième génération, quatrième génération, ou bien directement du téléphone au réseau cellulaire. La communication se fait à travers une communication de réseau 2G ou bien 3G ou la 4G. Le smartphone, vous trouvez le DVB, le WiMAX, le Wi-Fi, GSM, GPS, UMTS et le Bluetooth. Voici des exemples des systèmes de communication modernes. Donc, vous trouvez les téléphones portables, le Wi-Fi, les communications satellitaires, le GPS, etc. Donc, communication sous-marine, l'écran numérique, les réseaux d'Internet, etc. Maintenant, on va parler au traitement numérique du signal. Pourquoi les communications numériques? Pourquoi nous sommes passés d'un mode de communication analogique à un mode de communication numérique? Toujours, nous avons que les communications numériques, ils ont une robustesse pour le bruit des canaux et les interférences externes, d'accord? Ils sont plus robustes au bruit dû au canal ou bien en cas on aura d'autres types de perturbations externes. Vous avez aussi une transmission sans erreur est possible avec le code de correction d'aide. Ils sont sécurisés de l'information lors de la transmission de source vers destination. On trouve aussi les processeurs DSP à faible coût. Il permet d'enchaîner des algorithmes de traitement beaucoup plus complexes, exemple la transformée de Fourier. On peut avoir aussi le stockage des données, la précision qui est garantie par le nombre de bits, elle est déterminée a priori. On trouve aussi la souplesse. Donc, on peut faire à la fois plusieurs tâches simultanées possibles. La flexibilité, donc on aura un changement aisé des paramètres des algorithmes. Le prototype, donc le changement par modification du logiciel. L'intégration, vous trouvez les systèmes VLCI. Donc, quel est l'avantage du traitement numérique? Si nous avons un régénérateur peut être utilisé en numérique pour améliorer les performances. Donc, voici notre signal original. À la fin, on aura à travers une propagation de la distance malgré les déformations qui sont faites entre l'émission et la réception. Donc, on peut avoir à la fin un signal qui ressemble, on peut dire à 80% ou à 90% au signal de départ. Vous avez aussi la multiplication numérique, beaucoup, elle est plus facile. L'implémentation matérielle, elle est flexible. On trouve aussi les différents types de signaux numériques sont traités de manière identique. Sans oublier que les communications numériques permettent l'intégration de la voix, de la vidéo et des données sur un seul système. Donc, data, voice et média. Toujours avec communication numérique, donc on commence par source de message qui passe à travers un codeur de source, un codeur de canal, émetteur de signal, milieu de transmission, récepteur signal, décodeur canal, décodeur de message et à la fin, on va récupérer à la sortie un signal euh, euh, reçu par le destinataire. Donc, nous avons la partie transmission, la source, la conversion de l'analogique numérique
source encodée, channel encodeur, modulateur, le canal accompagné du bruit. La réception, ça sera l'opération inverse. Donc, au lieu de codeur, on aura décodeur. Channel encodeur, donc channel décodeur. Source encodeur, source décodeur. La conversion mi-quinte analogique numérique, tous les numériques analogiques. Et l'utilisateur ou bien la réception. Donc, voici un exemple d'un signal analogique continu. Dans la deuxième, vous avez un signal numérique discret. Et on peut utiliser l'échantillonnage et la convolution pour le passage, la quantification, le passage le domaine continu, le code domaine discret. Vous voyez bien dans cette figure le Claude Shannon, donc 1948. Donc, il a inventé le théorème de communication mathématique. Vous avez que On trouve aussi la théorie d'information, donc les limites fondamentales d'une source compressée, et le taux de transmission à travers le canal. Il a fait il a étudié le passage du domaine analogique, le domaine numérique. Bien sûr, toujours avant de faire l'échantillonnage d'un signal, il faut respecter théorème de Shannon. Le théorème de Shannon dit toujours que la fréquence d'échantillonnage, FE, doit être au moins égale ou double de la fréquence max du signal à échantillonner. Donc, parle toujours de l'échantillonnage, on parle de théorème de Shannon. Donc, la fréquence d'échantillonnage doit être, théorème de Shannon, supérieure à deux fois la fréquence max du signal. Donc, voici le signal de départ. Et en rouge, vous trouvez bien différents échantillons de notre signal. Et en noir, vous avez notre signal reconstitué. Toujours, nous avons qu'un signal incorrectement échantillonné ne pourra pas être reconstruit. On va parler maintenant rapidement sur la classification des signaux, sachant que toutes ces informations ont été étudiées dans le module traitement de signal. Nous avons toujours, si nous avons une valeur continue et le temps continu, dans ce cas, on aura un signal analogique. Pour le signal numérique, vous avez le temps discret et les valeurs discrètes. Pour un signal échantillonné, vous avez le temps discret et les valeurs continues. Signal échantillonné, donc le temps discret, les valeurs continues, valeurs discrètes et temps continu, donc c'est le signal quantifié. Donc ici, vous avez le temps, on parle d'échantillonnage. Côté amplitude, on parle de quantification. Amplitude continue, temps continu, donc signal analogique. On doit utiliser les filtres analogiques d'amplification. Discret continu, donc signal logique idéalisé, un signal quantifié. Continu discret, signal échantillonné. Discret, un signal numérique. Nous avons côté signal numérique. Dans ce cas, on peut associer un nombre entier à notre signal. Maintenant, on va voir rapidement le spectre électromagnétique et l'utilisation des bandes de fréquences. Donc, pour l'hyperfréquence, c'est entre 1 Hz et 1 GHz. L'infrarouge, vous avez l'infrarouge, les rayons infrarouges visibles, les rayons ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Et vous trouvez dans la deuxième figure la variation d'onde en fonction de fréquence et l'intervalle de chaque type d'onde. On passe maintenant à la définition du bruit. Qu'est-ce qu'un bruit? Donc, toujours un bruit, c'est tout signal indésirable interprété par le récepteur. Il va délivrer une information incohérente. Quelles sont les sources du bruit? Vous avez les bruits dus au émetteur du signal, ou bien aux médias de transmission, ou bien aux perturbations atmosphériques. On peut avoir aussi un bruit dit thermique, c'est-à-dire l'agitation thermique des électrons, qui est la source de bruit la plus courante. On trouve aussi la diaphonie, c'est l'influence mutuelle entre deux signaux utiles, mais sur des conducteurs voisins.
Maintenant, on va définir les taux d'erreur par bit. Vous avez que les performances des modulations analogiques sont évaluées en exprimant le rapport signal sur bruit à la sortie de notre modulateur. Ce rapport n'a plus de sens ici. On va définir un taux d'erreur bit. Ce taux, c'est le rapport du nombre de bits faux sur le nombre de bits transmis. Toujours par bit faux, on entend réception d'un 1, alors que 0 était transmis à l'inverse. Ou bien, on aura la détection d'un 0 lorsque 1 est transmis. Donc, le taux d'erreur bit égale nombre d'éléments binaires faux divisé par le nombre d'éléments binaires émis. On va voir par la suite que le taux d'erreur bit, vous trouvez les ouvrages, soit vous utilisez le terme TEB ou bien BIR. Donc, TOB, c'est en français taux d'erreur bit. BIR, c'est pour bit error rate en anglais. Donc, c'est la même signification. On va parler rapidement sur la densité spectrale de puissance. Donc, on a vu tout un chapitre sur ça, la partie traitement de signal. Elle représente la répartition de la puissance du signal suivant les fréquences. Toujours en télécommunication, on doit souvent traiter des signaux aléatoires, donc soit dû à une source binaire aléatoire ou bien du bruit. Cependant, on ne peut calculer la transformée de Fourier d'un signal non entièrement connu. On peut néanmoins lui associer une densité spectrale de puissance définie par une limite de 1 sur 2 fois la période quand tend vers l'infini de l'espérance de xt de f de t. Donc xt de f, c'est la transformée de Fourier de la restriction sur x de t. E, c'est l'espérance. Donc vous avez xt de f, c'est la transformée de Fourier de x de t sur un intervalle entre moins t et plus t. E, c'est l'espérance. Vous avez un théorème de Wiener-Khinchin permet de relier l'autocorrélation à la densité spectrale de puissance. On va voir ça dans les prochains chapitres, Inch'Allah. Toujours avec la densité spectrale de puissance, on appelle densité spectrale de puissance aléatoire. C'est la transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation. Donc, plus précisément, autocorrélation et densité spectrale de puissance forment une paire de transformées de Fourier. Ces relations sont connues sous le nom de relations d'Einstein-Wiener-Khinchin. On va terminer avec une transformation guidée et dirigée. Donc, vous avez que la transmission du signal peut être guidée ou non guidée. Bien sûr, elle est guidée à travers un guide d'onde. Donc, vous trouvez les paires torsadées, les câbles coaxiales, la fibre optique, etc. Ou bien non guidée, généralement dirigée par une antenne, à travers l'air, le vide ou bien l'eau. Dans les deux cas, au moyen d'une onde électromagnétique, il existe aussi le lien direct, c'est-à-dire sans onde, exemple entre ordinateur et moniteur. On va s'arrêter ici aujourd'hui, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Good luck.